Donc nous allons passer à l'atelier numéro 2 sur le devoir de vigilance en matière de durabilité, un sujet qui est au cœur de l'actualité française et européenne. Et nous avons la chance donc d'avoir deux grands spécialistes de cette thématique. Isabelle Grenier, donc, qui préside la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux et qui est avocate au barreau de Marseille. Et Pascal Durand, qui jusqu'il y a quelques jours était encore. Je suis encore. Tu l'es encore jusqu'au 16 juillet. 16 juillet. Alors bon voilà. Tant mieux pour toi. Hein. 16 juillet. Parlementaire européen et qui est en fait le maître d'œuvre de cette directive. Enfin, tout au moins côté Parlement européen, mais qui a été véritablement, je crois, au cœur de cette directive et qui a su arriver à convaincre, et je crois que ce n'était pas si facile que cela, au Parlement européen, certains parlementaires de la nécessité d'arriver à un compromis, puisque au Parlement européen, le mot qui est toujours au cœur du fonctionnement du Parlement, c'est le compromis, d'arriver à ce compromis sur ce texte que les avocats ne connaissent pas encore très très bien. Il commence à l'être. Je crois qu'il y a eu un rapport du CNB en 2023 qui avait été présenté à l'Assemblée générale du CNB, dans le cadre de la transposition de la directive, préparer cette transposition de la directive. Et donc, je crois que même si on en parle de plus en plus, il y a beaucoup d'articles sur cette directive, il y en aura encore beaucoup plus sur la prochaine adoption du devoir de vigilance, puisque la publication est attendue dans les premiers jours de juillet, je crois, de cette directive. Et bien évidemment ensuite de la transposition de la directive sur le devoir de vigilance. Mais on le voit bien, judiciairement parlant, je ne sais pas si vous êtes au courant, la Cour d'appel de Paris, dans le nouveau pôle qu'elle a créé, s'est prononcée sur des aspects procéduraux. 3 arrêts de la Cour d'appel de Paris, très important, et qui concernait notamment la société Total, s'est prononcé sur des aspects procéduraux, sur le devoir de vigilance. Et donc c'est un contentieux émergent, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Cour d'appel de Paris a créé ce nouveau pôle 5-2, je crois, si je ne me trompe pas de numéro. C'est ça, c'est la chambre 5-2 des contentieux émergents. Des contentieux émergents. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi, dans le cadre des nouveaux magistrats qui seront appelés à, évidemment, statuer sur ces contentieux émergents, une recherche de magistrats qui s'intéressent à ces problématiques et qui devront être recrutés dans les différentes cours d'appel. Je pense bien évidemment à Paris, mais à Versailles aussi, où il y a un pôle d'entreprises qui sont sous le ressort de la Cour, à Bordeaux également, bien évidemment. Et donc c'est un contentieux émergent, mais qui va vite émerger, qui émerge déjà. La Cour d'appel, je crois, a plusieurs dossiers encore en cours de procédure. Donc, pour ne pas être plus long, je passe d'abord la parole à Isabelle, et puis ensuite, Pascal interviendra. Bon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à la DBF de nous avoir invités à parler de ce sujet de la durabilité qui, je pense, à tous les deux nous tient à cœur. Donc, pour commencer, quand on parle de durabilité, on parle de quoi en fait? On a finalement 2 directives. La directive CSRD sur le reporting de durabilité et la directive CS3D qui est en fait la directive sur le devoir de vigilance qui toutes les deux contiennent en fait, traitent des enjeux de durabilité pour les entreprises. Donc en fait, ces 2 textes sont différents dans leur approche, mais ils sont assez aussi complémentaires. Si on parle de la directive CSRD, donc sur le reporting de durabilité, on est en fait sur un exercice de transparence qui est demandé aux entreprises, à certaines grandes entreprises, et qui va s'appliquer dans le temps pour s'élargir jusqu'aux PME cotées, dans lequel en fait on va leur demander de reporter des indications sur ce qu'on appelle les indicateurs ESG, environnement, social, gouvernance, finalement à destination de leurs parties prenantes. Ces parties prenantes, ce sont les investisseurs, ce sont également les membres de la société civile, ce sont les salariés qui sont en fait concernés par ces indicateurs.
Merci. En fait, le but de cette directive CSRD sur le reporting de durabilité, c'est en fait de réorienter l'activité des entreprises vers des activités qui soient plus durables, plus soutenables finalement par rapport aux enjeux et sociaux et environnementaux, et d'embarquer finalement tout le monde vers l'objectif que s'est défini l'Europe, d'arriver à la transition et à la neutralité carbone d'ici 2050. Donc c'est vrai que cet exercice de transparence, on le connaissait déjà un petit peu parce qu'il y avait certaines grandes entreprises qui étaient déjà soumises à ce qu'on appelait la déclaration de performance extra-financière, qui provenait aussi d'une directive européenne qu'on appelait la directive NFRD, dans lequel en fait les entreprises devaient déjà recenser un certain nombre d'informations en matière d'environnement, de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption notamment. La difficulté, c'est qu'on avait pu constater qu'en fait, ces informations, elles étaient difficilement comparables d'une entreprise à l'autre parce qu'on n'avait pas finalement de cadre de reporting. Et la deuxième difficulté, c'est que ces informations, elles n'étaient pas forcément fiables parce qu'elles n'étaient pas auditées. Donc en fait, finalement, dans le cadre des obligations des entreprises, le commissaire aux comptes, il n'avait juste qu'à vérifier que dans le cadre du rapport de gestion figurait cette déclaration de performance extra-financière. Mais pour les investisseurs, c'était difficile de comparer d'une entreprise à l'autre parce qu'il n'y avait pas de cadre de reporting. Et surtout, il y avait aussi un manque de fiabilité. Il pouvait y avoir une forme de greenwashing par rapport à la communication que les entreprises faisaient sur ce sujet. C'est partant de ce constat, finalement, que la Commission européenne a voulu revoir ce reporting de durabilité en fixant un cadre qui, alors là, pour certains, peut paraître strict, mais effectivement, on a un certain nombre aujourd'hui d'indicateurs à auditer qui va être similaire pour toutes les entreprises. Donc, c'est vrai que les parties prenantes, et notamment en premier lieu les investisseurs, vont pouvoir comparer les activités des entreprises puisqu'elles vont devoir finalement se prononcer sur les mêmes critères. Et la deuxième innovation, c'est que ces critères ils vont être examinés sous l'angle de ce qu'on appelle la double matérialité, et plus seulement la simple matérialité. Ça veut dire quoi cette histoire de double matérialité? C'est-à-dire à la fois quand je prends un indicateur, par exemple je prends l'indicateur de la biodiversité ou du changement climatique, c'est en quoi finalement l'activité de mon entreprise va impacter le changement climatique, mais en quoi également le changement climatique est susceptible d'impacter l'activité de mon entreprise et donc les risques que le changement climatique fait courir à mon entreprise. Donc on a véritablement ces deux aspects qui constituent une innovation aussi majeure de ce texte, qui va permettre finalement d'avoir une vision globale de ces sujets sous ces deux angles. Le dernier point qui est essentiel et qui finalement tranche avec ce qui existait auparavant, c'est effectivement que ces informations elles vont devoir être auditées. Alors, audité par qui? Alors, par soit des commissaires aux comptes, soit par, et ça c'est le grand combat de Pascal Durand, soit par des organismes tiers indépendants qui peuvent être des avocats. Donc, il y a un nouveau marché qui s'est ouvert aux avocats, c'est le marché de l'audit de durabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, et c'était très important que ça puisse être le cas, d'abord parce que ça permet finalement, d'abord dans ces enjeux ESG, donc on sait qu'il y a de l'environnement, mais il y a aussi des questions sociales et de gouvernance, sur lesquelles finalement les avocats ont toute la compétence et la légitimité pour intervenir sur ces sujets. Et donc, et finalement, il y avait aussi une question d'éthique et de compétitivité sur le marché il paraissait compliqué finalement que ce soit un tout petit nombre d'acteurs qui puissent finalement se réserver ce marché et que ce marché devait être ouvert finalement à un plus grand nombre d'acteurs. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a le choix qui a été laissé dans la directive aux États membres, c'était de pouvoir laisser aux États membres la possibilité de réserver cette activité qu'au CAC ou de l'ouvrir à d'autres prestataires, ce qu'on appelle les prestataires de services d'assurance indépendants. C'est le choix qu'a fait la France. C'est pour ça que le Conseil national des barreaux a travaillé sur ce sujet pour présenter justement et essayer de former les avocats à cette nouvelle mission d'audit de durabilité. Donc ça, c'est la directive CSRD, qui est finalement le reporting de durabilité, cet exercice de transparence. À côté de cet exercice de transparence, on a une autre directive qui est la CS3D, qui est la directive sur le devoir de vigilance, alors qui n'est pas complètement inconnue en droit français, parce qu'on a, nous, déjà en droit français, une loi sur le devoir de vigilance depuis 2017, qui faisait suite, je ne sais pas si vous vous en rappelez, à la catastrophe en Inde du Rana Plaza, qui avait fait plusieurs milliers de morts, en fait, et dans lequel on avait pris conscience, en fait, finalement, que des grandes entreprises opéraient auprès de sous-traitants dans des conditions qui étaient désastreuses au regard des droits de l'homme, notamment. Et donc, ça avait inspiré cette loi française sur le devoir de vigilance, dont certains disaient qu'elle était quand même très restrictive et qu'elle ne permettait pas, finalement, d'aller jusqu'au bout de la logique qu'elle sous-tendait.
le but finalement de cette directive de devoir de vigilance, c'est finalement de soumettre les entreprises à une obligation finalement de moyens sur ces questions de respect de droits de l'homme et de respect des questions environnementales. Donc avec une réglementation qui va s'appliquer à la fois aux entreprises européennes qui vont dépasser, alors on a une application qui va s'étaler dans le temps. Je sais que le spectre, le compromis a été très dur parce qu'au départ, on devait avoir environ 15 000 entreprises qui seraient concernées par ce texte. Finalement, on a augmenté les seuils. On va passer à des entreprises de plus de 1000 salariés et de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'est plus que sur environ 5000 entreprises à l'échelle européenne. Ce qui est quand même important, c'est qu'il y a une dimension aussi extra-territoriale, c'est-à-dire que c'est une réglementation qui n'a pas vocation à s'appliquer qu'aux entreprises européennes, mais également aux entreprises étrangères qui opèrent sur le marché européen pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, qui est véritablement aujourd'hui une prise en compte essentielle pour ne pas soumettre nos entreprises à des règles trop drastiques auxquelles les autres entreprises ne seraient pas soumises. Donc effectivement, dans le cadre de après, on développera certainement plus loin sur le devoir de vigilance, mais on est en fait sur le terrain d'une obligation de moyens. On va demander aux entreprises de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour prévenir des atteintes éventuelles aux droits de l'homme et à l'environnement. Donc voilà un peu la distinction sur les deux textes. Je ne sais pas si Pascal, tu veux rajouter quelque chose ? Non, en fait, tu as dit l'essentiel. Il y a peut-être un point sur l'aspect juridique qui est important. Tu as parlé d'obligation de moyens versus l'obligation de résultat, mais il y a une grande différence entre la CSRD et la CSDD, c'est l'obligation de dire, l'obligation de faire. En réalité, si on veut vraiment faire deux gros blocs, la CSRD, c'est une obligation de dire. C'est un reporting. C'est un reporting et la grande différence entre CSRD et CS3D, c'est que dans un cas, c'est les deux, c'est des Corporate Sustainability, donc directives. Donc ça, le CSD, il est commun aux deux. Mais dans l'un, c'est CSRD, donc reporting. Dans l'autre, c'est due diligence. Et donc, il n'y a pas besoin d'être très, très calé en anglais pour comprendre que d'un côté, on doit dire, de l'autre, due diligence, on doit faire. Et c'est, j'allais dire, l'essentiel pour moi de ces deux textes, parce que la grande difficulté qu'a rencontré le juriste, que ce soit l'avocat ou que ce soit le magistrat, sur la mise en œuvre du devoir de vigilance français, c'est la capacité de retenir, pour retenir la responsabilité d'une entreprise, évidemment dans le cadre d'une action en responsabilité ou en manquement, c'est j'ai manqué à quoi ? C'est-à-dire quelles sont mes obligations. Et le texte français du devoir de vigilance était extrêmement flou. Et rien n'est plus insupportable pour un juriste, quel qu'il soit, de ne pas avoir de référence textuelle. Et on ne va pas revenir sur le débat qui a eu lieu tout à l'heure entre le droit continental, la soft law, etc. Le droit anglo-saxon peut gérer à travers l'expérience, à travers la jurisprudence, à travers tout un tas d'indices, on va dire, il peut gérer du flou juridique. Et le juge a un pouvoir d'appréciation beaucoup plus large. Nous, on n'a pas été élevés dans cette culture-là. Et donc, un magistrat, s'il n'a pas un texte de référence clair en disant il y a eu tel manquement à tel engagement, alors il ne sanctionne pas. C'est un problème majeur en France. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, et c'est peut-être ça le plus important de ces textes-là, et c'est pour ça, quand j'entends, y compris une partie du patronat, qui reproche à l'Union européenne d'avoir normé la question de la durabilité, je dois dire que ça m'insupporte. Ça m'insupporte en tant que juriste. C'est la première fois où on essaie de nous expliquer que la rigueur et le fait d'avoir une comparaison possible dans un secteur entre différentes entreprises et que ça ne soit plus soumis à l'arbitraire ou aux déclarations de greenwashing ou autre, c'est un recul. Et c'est insupportable d'entendre ça. C'est tout le contraire d'un recul, c'est au contraire la mise en œuvre de ce que nous avons toujours appris, c'est-à-dire on définit des règles, et ces règles, c'est exactement comme quand on joue au foot ou au rugby, il y a des règles, il y a un arbitre, et sinon, c'est simple, au foot on prend la balle à la main et puis on va marquer. Ouais, ça a donné le rugby. D'accord, parce que la première fois, et oui, mais c'est quand même vachement plus simple quand on prend le ballon à la main. Je dis pas ça, je fais à la fois du rugby et du foot, et c'est deux sports que j'adore. Mais il faut des règles. Voilà, le foot on joue avec les pieds,
parfois avec le nez, sérieusement, c'est un autre sujet. Et le rugby, on peut jouer avec les deux. Essentiellement, jouer avec les mains. Voilà, c'est simple, c'est clair. Et il y a des arbitres qui définissent les règles du jeu et qui les font respecter. Voilà, donc si j'ai juste à compléter, c'est de bien comprendre, parce que l'obligation de dire, et ça c'est comme en politique, on dit souvent que les mots précèdent les actes. Et en fait, en droit, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ce qu'on a fait avec la CSRD, c'est l'obligation de dire, c'est-à-dire d'avoir des normes et standards et de dire ce qu'on va faire. Mais pour prendre un exemple concret, sur un plan de transition, par exemple, la différence. Moi, je suis constructeur automobile, Renault. Je fais un plan de transition pour dire quel est mon objectif en termes de décarbonation de ma chaîne ou de ma production. Parce que c'est deux choses différentes. Il y a la chaîne de production et puis il y a les produits qu'on vend. J'ai dit, par exemple, j'ai un objectif en 2030, je veux être à 30% d'électrique ou 30% d'hybride, etc., etc. À 2040, tel horizon, pour respecter éventuellement 2050. Ça, c'est une obligation de dire, mais personne ne va aller voir Renault pour lui dire, vous devez faire telle ou telle chose. La seule chose qu'on demande à Renault, c'est de publier son plan de transition climatique. Mais il le fait exactement comme pour ses investissements. Personne ne va définir quel est le pourcentage. Si Renault décide de faire que 15% maintenant, mais de mettre un grand paquet entre 2030 et 2035, c'est son choix d'industriel. Et personne ne va l'embêter avec ça. Et ça aussi, c'est pour ça que quand j'entends dire ça va porter atteinte à la capacité de l'entreprise de choisir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Exactement comme en matière financière, une entreprise restera maître de son destin. En revanche, elle va être transparente. Et derrière, va arriver le devoir de vigilance qui, lui, va, le cas échéant, sanctionner par cette obligation de moyens, qui n'est pas une obligation de résultat, évidemment, parce qu'encore une fois, par exemple, Renault ne peut pas fabriquer de véhicules électriques parce qu'on manque de... ou je sais pas, il y a un embargo de la Chine. Voilà, cas de force majeure ou impossibilité, j'ai mon obligation de moyens, c'est-à-dire j'ai essayé si mes fournisseurs ne me fournissent pas, et que j'en justifie évidemment de bonne foi, personne ne va m'embêter. Et donc, l'élément, ce qui était très important, et je pense que le devoir de vigilance va être bouleversé en Europe, c'est que maintenant, on a des références. De la même manière, par exemple, sur le travail forcé, c'est pas à toi que je vais expliquer les références de texte, mais il y a plein de pays sur lesquels, et l'Europe la première, n'avait pas fait de certaines normes de l'OIT des normes d'application impérative. On était dans la soft law, en disant oui, on se réfère aux ODD, on se réfère... Bon, voilà. Donc ça va changer. Et c'est un cadre que finalement, j'allais dire, les juristes devraient défendre, parce qu'ils vont vous permettre de savoir, en tant que conseil, parce qu'après on va en parler, j'imagine, la question de la chaîne de valeur, des contrats de sous-traitance, etc. Mais ils vont vous permettre, vous, de donner des conseils sur la nature des contrats, sur c'est quoi une obligation de moyens versus une obligation de résultat, c'est quoi, etc., la transparence. Donc là, vous aurez de vraies références. Et ne vous y trompez pas, c'est vrai qu'on a parlé que des grandes entreprises, etc., mais ne vous y trompez pas. C'est exactement comme sur le chantier, ceux qui connaissent, qui ont vu pratiquer la loi de 75 sur la sous-traitance, il y a effectivement au départ des obligations qui pèsent sur l'entreprise principale, ex-générale. La réalité, c'est qu'elle décline ses responsabilités et ses obligations sur l'ensemble de la chaîne. Et que le petit entrepreneur de seconde œuvre, même s'il a que 5 salariés à la fin, il va être tenu d'un certain nombre d'obligations de sécurité, qu'il respectera ou pas, c'est en fonction des moyens qu'on lui donnera, mais on va lui imposer. Et là, ça va être la même chose. Sur le devoir de vigilance, il va y avoir des obligations qui vont peser sur les grands groupes, mais ne nous y trompons pas, et ça aussi c'est un boulot qui est majeur pour l'avocat, c'est que même si vous n'intervenez pas pour le grand groupe, vous allez intervenir pour des entreprises qui vont opérer pour des grands groupes sur l'ensemble de la chaîne. Et donc vous aurez à contrôler maintenant, pas simplement des contrats qui seront, je sais pas, par exemple, sous-traitant d'Airbus, quelle est la qualité des boulons que je fournis, et c'est évidemment ça des contrôles de sécurité qui concernent moyennement les avocats, on va lire le contrat. Enfin, bon, la sécurité, on n'est pas ingénieur, enfin, pour l'essentiel d'entre nous. En revanche, quand on va rentrer dans le respect d'un certain nombre de règles, de textes, là, il va y avoir un vrai boulot. Et je terminerai là-dessus, pardon d'avoir été un peu long, mais c'est pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel moi j'ai voulu travailler et j'ai voulu emmener sur ces dossiers-là le Parlement. C'est qu'effectivement pour ça, moi je me suis battu pour que les avocats puissent être des certificateurs.
parce que l'avocat accompagne ses clients, et c'est son honneur et c'est son rôle, c'est sa tradition, mais pour autant, il a aussi le droit, moi je trouve, d'intervenir dans un schéma qui est un schéma de contrôle, alors là qui sera plus celui de je suis opératif, mais je suis contrôleur. Pourquoi ? Parce qu'en matière financière, les experts comptables et les commissaires aux comptes ont compris que c'était eux qui devaient certifier. Sauf que quand ils voient arriver ce nouveau marché-là de l'extra-financier et de la durabilité, ils disent mais c'est pour nous. Naturellement, c'est à nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vérifier sur une chaîne de valeur ou sur l'ensemble de contrats de sous-traitance, c'est l'expert comptable et le commissaire aux comptes qui a la compétence maintenant pour aller vérifier si les engagements contractuels sont de nature à engager ou pas la responsabilité éventuellement du donneur d'ordre ou du sous-traitant. Moi, ça me choque. Et donc, je me suis battu, effectivement, en vain pour une grande part, sauf que la France m'a soutenu au moins sur un point, c'est que les avocats, sous réserve évidemment de certification, etc., mais t'en diras deux mots, ou trois, les avocats auront et ont la capacité aussi de pouvoir postuler pour être certificateur de durabilité, certificateur de contrat. À ce stade, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul cabinet parisien qui est DS Avocat qui a la certification et qui le fait, sachant qu'il y a évidemment une conséquence, c'est que quand vous êtes certificateur, vous ne pouvez pas être l'avocat conseil. Enfin bon, ça, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, notre déontologie l'explique suffisamment rapidement. Et donc voilà. Donc on en est là. J'ai un peu débordé la question de, mais c'est pour montrer un peu les deux casquettes que l'avocat, d'une manière générale, peut prendre dans ces deux dossiers, enfin dans ces deux législations, dont une à venir. Oui, donc effectivement, comme l'expliquait Pascal, on a effectivement en tant qu'avocat un rôle à jouer. Et nous, le travail qu'on essaye de faire au Conseil national des barreaux, c'est justement d'expliquer que ce travail, parce qu'on a l'impression que ces deux réglementations ne concernent effectivement que les très grandes entreprises par rapport au seuil qu'on annonce de chiffre d'affaires, de nombre de salariés. C'est vrai que ce sont ces entreprises qui sont directement impactées par la réglementation, mais comme l'expliquait Pascal, en fait, par la théorie du ruissellement contractuel, en fait, c'est toutes les entreprises, y compris des PME, des TPE que les avocats en province sont susceptibles d'accompagner, qui vont être concernées. C'est-à-dire que même sur la question du reporting de durabilité, une entreprise, en fait, elle va devoir remonter des informations de sa chaîne de valeur. Donc, par exemple, vous avez Vinci, qui est une grosse entreprise qui est dans le spectre finalement de cette réglementation, qui va devoir faire un rapport de durabilité. Vinci, dans le bâtiment, elle travaille avec des sous-traitants qui sont des TPE, qui peuvent avoir une dizaine de salariés maximum. Et il commence à y avoir justement des TPE qui reçoivent des courriers de Vinci en leur disant, dans le cadre de nos obligations de reporting de durabilité, on leur demande de remonter ces informations. Donc, vous avez deux types d'entreprises, et dans le bâtiment, c'est encore un peu plus compliqué. Vous avez des entreprises qui sont déjà acculturées à la RSE, c'est-à-dire à cette soft law qu'on peut mettre en place et qui ont déjà un certain nombre d'indicateurs qu'elles vont pouvoir remonter. Mais vous avez des entreprises qui n'ont pas du tout cette acculturation, et quand elles reçoivent ce courrier, alors soit elles se tournent vers l'expert comptable, et moi ça me fait hérisser les poils, soit elles se tournent vers l'avocat, et c'est en ça qu'il faut qu'on forme collectivement les avocats sur ces sujets, parce que ce n'est pas un micro-marché, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, ce n'est vraiment pas un micro-marché, il faut qu'on soit capable de les aider à remonter. Alors on va avoir une période de transition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne s'agit pas finalement pour les gros de rompre tous les contrats avec les petits, c'est plutôt de les accompagner dans cette démarche. Donc en fait, dans les premiers exercices, on va pouvoir indiquer qu'on n'est pas en capacité de remonter ces informations parce qu'on travaille avec une toute petite entreprise qui est en train de se mettre à jour sur ces sujets. Mais à terme, il va falloir faire comprendre à nos clients que ce sujet, s'ils veulent continuer à travailler avec de grosses entreprises, ils doivent le prendre en main. Et effectivement, donc l'avocat est le mieux à même pour les accompagner. On a aussi cette activité de conseil pour aider les grandes entreprises à faire ce rapport de durabilité, parce qu'il y a l'audit du rapport de durabilité, mais il y a la rédaction du rapport de durabilité qui est autre chose en fait. Et sur ces indicateurs, comme je vous l'ai dit, en fait, on est, comme l'expliquait Pascal, sur ces indicateurs ESG,
Il y a des questions environnementales, ou alors peut-être il faudra certainement avoir des avis d'ingénieurs ou de techniciens, parce que quand on a, une entreprise vous dit qu'elle a un dispositif qui permet d'économiser tant de pourcentage de l'eau, bon, ben, en tant qu'avocat, on n'est pas capable de pouvoir effectuer cette vérification, de pouvoir rédiger le rapport correctement. Mais on peut travailler avec des ingénieurs. Sur les questions sociales, par contre, sur les questions sociales et les questions contractuelles, on a toute la légitimité pour intervenir dans la rédaction de ces rapports. La mission de l'audit, c'est une mission qui est un peu particulière parce qu'effectivement, le choix qui a été fait par la France donc, de lever cette option. C'est la seule d'ailleurs. C'est pour l'instant, ouais, mais bon, c'est aussi un des seuls pays européens qui a transposé la directive. Oui. Parce que les autres pays traînent du pied. Mais pour l'instant, effectivement, la France est le seul pays à avoir fait ce choix. Le choix qui a été fait par la DACS, c'était de soumettre toutes les professions à un corpus de règles identiques, en fait, pour pas qu'il y ait de distorsion de concurrence sur le marché. Donc, en fait, c'est pour ça que dans le cadre de cette activité, les avocats dépendront de la haute autorité de l'audit, qui était en fait avant la H3C, qui contrôlait les commissaires aux comptes, et qui maintenant a été rebaptisée parce que finalement, elle ne va plus contrôler que les commissaires aux comptes, mais les auditeurs de manière large. Donc la H2A, qui est la haute autorité de l'audit. Ouais. Qui a réformé son board aussi. Voilà, qui a réformé donc sa composition avec des collèges pour essayer justement d'inclure une plus grande diversité de professionnels. Donc dans le cadre de cette activité, bon, il y a un certain nombre de conditions pour être auditeur de durabilité. Déjà, il faut avoir une structure d'exercice qui soit accréditée par le COFRAC en qualité d'organisme tiers indépendant. Donc, il y a une procédure d'accréditation qui doit être faite auprès du COFRAC, qui va pas servir aussi que, par exemple, pour l'audit de durabilité, parce que vous savez que quand vous êtes accrédité OTI par le COFRAC, vous pouvez également auditer les entreprises à mission et les objectifs des entreprises à mission. Donc ça aussi, c'est un véritable marché pour les avocats. Nous, on est en train d'essayer de travailler avec le COFRAC pour alléger le processus d'accréditation, parce que d'abord, il est très long, il est un peu formel, mais c'est des discussions qu'on mène avec l'appui de Florence Pébernes, qui est la directrice de la H2A, qui tient vraiment à ce qu'il y ait des avocats qui viennent sur ce marché. Donc il y a vraiment une volonté, en tout cas de sa part, que le marché soit ouvert à des professionnels comme les avocats. Donc, il y a cette certification qui est un préalable. Et ensuite, il y a une période transitoire où, pendant que vous êtes certifié, vous devez faire 90 heures de formation qui doivent être validées par la haute autorité de l'audit pour vous former à ces enjeux de durabilité et surtout à la rédaction du rapport d'audit, du rapport d'audit, parce que c'est un rapport qui est très normé. Donc, il y a 90 heures de formation et ensuite, on peut être inscrit sur les listes. Alors, évidemment, il y a des conditions d'honorabilité, il ne faut pas avoir été en faillite personnelle, etc. Mais ça, c'est des conditions qui sont classiques et il faut être titulaire du CAPA. Quand on sera sorti de cette période transitoire, on pourra toujours accéder à cette mission, mais en fait, ce sera plus compliqué parce qu'il faudra passer un examen d'aptitude, suivre 240 heures de formation et un stage chez un professionnel de 8 mois. Ça, c'est des conditions qui seront communes à tous les opérateurs, y compris au CAC. J'allais dire, pour les CAC, c'est moins problématique parce que dans le cadre de leur formation, ils ont déjà l'habitude de ces formations professionnelles, ce qui est moins le cas chez nous. Donc là, à l'heure actuelle, on essaie de travailler avec les universités pour qu'il y ait des masters qui puissent se créer sur ces sujets, parce que 240 heures de formation, il n'y a que finalement à l'université que vous êtes capable de les faire. Ce n'est pas possible dans les écoles d'avocats, c'est des volumes d'heures qui sont trop importants. Et ce stage de 8 mois pourrait être réalisé après dans les écoles d'avocats dans le cadre des PPI. Donc, c'est des choses qu'on essaye d'initier au niveau des avocats. Mais voilà, c'est pour vous dire que même sur la question de l'audit de durabilité, ce n'est pas un micro-marché parce que ça concerne à la fois des grandes entreprises sur le terrain du conseil, sur le marché de l'audit, mais ça va concerner aussi indirectement des TPE et des PME et qu'il faut être présent sur ce marché. D'ailleurs, moi, j'ai déjeuné avec la présidente de l'Ordre des experts comptables. Ils ont mis 1 million d'euros sur la table pour former les experts comptables sur ces sujets de durabilité. Pourquoi ? Parce que quand je vous parlais de la petite TPE marseillaise qui reçoit ce courrier de Vinci, bon, soit on a de la chance et elle appelle son avocat, soit elle va voir son expert comptable. Parce que son expert comptable, c'est lui qui lui fait les comptes et qui lui fait le rapport de gestion dans la plupart des cas, chez certaines petites entreprises. Donc, eux aussi, et comme en fait, eux, en plus, ils ont le problème, ils ont les sujets d'intelligence artificielle, de facturation électronique, ils ont besoin de monter en valeur ajoutée. Donc, ils vont essayer de venir sur ce terrain. C'est important que chez nous, on ait conscience que ce marché existe et qu'on essaye de s'en emparer. Sur le devoir de vigilance, effectivement, on a
à peu près la même problématique. C'est vrai que, comme l'expliquait Pascal, l'avantage, la loi devoir de vigilance à la française, elle était pour le moins dire floue. D'ailleurs, on voit qu'il y a énormément de dossiers qui ont été initiés, beaucoup d'irrecevabilité. Voilà, il y a une seule condamnation pour l'instant, c'est la Poste. Mais voilà, et donc en fait, l'objectif de cette directive, c'était finalement d'avoir déjà un cadre européen assez harmonisé, même si on va voir qu'après les États ont la possibilité finalement dans le cadre de la directive d'aller plus loin que le cadre qui est fixé, mais d'avoir un cadre qui est harmonisé et puis d'avoir finalement un référentiel, c'est-à-dire que c'est ce qui nous manquait dans le cadre de la loi française sur les obligations de moyens que vont devoir mettre en œuvre les entreprises. Là aussi, le rôle de l'avocat sur le terrain du devoir de conseil, il se situe aussi bien au niveau des grandes entreprises qui vont être soumises directement à cette directive que des petites entreprises qui se situent dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que le devoir de vigilance, ça concerne aussi bien l'aval de la chaîne de valeur que l'amont, c'est-à-dire les fournisseurs des entreprises, mais également ensuite, ça peut être les sous-traitants, les distributeurs des produits. La seule limite finalement qui n'est pas inclue dans la directive, c'est la fin de vie des produits, c'est le recyclage et la gestion des déchets. Mais tout le reste de la chaîne de valeur est compris dans cette obligation du devoir de vigilance. Donc effectivement, on a matière à accompagner les entreprises sur ce sujet. Alors comment en fait finalement on accompagne les entreprises? Ça va dépendre finalement de quel type d'entreprise vous consulte, mais en matière de devoir de vigilance, ce qui est important, c'est d'abord c'est de mettre en place dans les entreprises une politique en matière de vigilance et de gestion des risques. Cette politique, pour la mettre en place, il faut d'abord initier des discussions en fait, avec ses parties prenantes. Les parties prenantes d'une entreprise, elles peuvent être multiples, mais c'est d'abord ses salariés, c'est également ses partenaires contractuels de premier rang ou de deuxième rang, mais c'est également des membres de la société civile. Ça peut être des acteurs locaux de territoire, ça peut être des ONG. Et en fait, c'est de ce dialogue avec les parties prenantes qu'on va pouvoir conduire, élaborer des codes de bonne conduite et des politiques de gestion des risques. La deuxième étape, finalement, c'est ce qu'on appelle la cartographie des risques. La cartographie des risques, ça, en fait, c'est l'identification, le recensement en fait, des incidences négatives, qu'elles soient réelles ou potentielles, des activités de l'entreprise ou de celles de sa chaîne de valeur, d'ailleurs. Et en fait, dans cette cartographie des risques, on va hiérarchiser les risques en fonction de leur importance. Une fois qu'on a réalisé cette étape de cartographie des risques, on va pouvoir mettre en place un plan, ce qu'on appelle le plan de vigilance, dans lequel en fait, on va mettre en œuvre concrètement des actions qui sont destinées alors soit à prévenir des risques qu'on a identifiés comme potentiels. Si on opère, par exemple, dans certains pays d'Afrique où il y a de la corruption, on sait que, même si on n'en a pas de manière tangible la preuve, que ce risque, il existe. Quel process on met en place, finalement, pour prévenir ce risque, l'atténuer? Et quand on est face à un risque, comment on fait pour y mettre un terme, en fait? Sachant que, et c'est là aussi où on aura matière à accompagner les entreprises et à travailler, ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faudrait pas en tout cas, et ce qui n'est pas la vision, je sais, des législateurs européens, c'est que les grandes entreprises se contentent de travailler entre elles. C'est-à-dire que c'est très facile finalement pour une grande entreprise, au lieu de travailler avec une petite entreprise, y compris dans des pays étrangers où il peut y avoir des problèmes de travail des enfants ou d'autres choses, de dire « moi, je ne travaille qu'avec des gros qui appliquent la même politique que moi, comme ça, finalement, je suis sécure sur le plan de mes relations contractuelles ». C'est pas comme ça, en fait, qu'on fera avancer les choses. L'idée, c'est plutôt d'accompagner les petits à monter sur le respect. Et donc, quand on a identifié un risque, c'est comment on arrive à les accompagner pour monter, finalement, et pour atténuer et prévenir ce risque. À côté de ce plan de vigilance, il y a aussi un plan de transition écologique dans lequel, en fait, on doit identifier, là encore, et c'est en ça que c'est complémentaire avec le reporting de durabilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on a identifié dans le reporting de durabilité, ensuite, on va établir un plan de transition écologique dans lequel, finalement, on va déployer des moyens et des ressources financières qui vont être mises en œuvre pour, justement, accompagner ces actions concrètes pour respecter, en fait, contenir en tout cas le réchauffement climatique à 1,5, donc des objectifs de décarbonation notamment qui vont pouvoir être contrôlés. À l'origine, il y avait une idée qui était intéressante mais qui avait été abandonnée, c'était que la rémunération des dirigeants, la part variable en tout cas de la rémunération des dirigeants, puisse être conditionnée par la réalisation de ce plan de transition. Elle n'a pas été abandonnée, elle a été sabotée. Oui, bon. La même chose.
Et bon, alors abandonner ou saboter, en tout état de cause, ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Donc, une fois que vous avez élaboré ce plan de vigilance et ce plan de transition écologique, il y a aussi une autre obligation, c'est de mettre en place des systèmes d'alerte et de plainte au sein des entreprises. Pourquoi ? Parce que comment ces sujets remontent en fait souvent, ces sujets remontent par des lanceurs d'alerte qui peuvent être internes à l'entreprise, des salariés, mais également des tiers, c'est-à-dire des partenaires contractuels et autres, ou des gens de la société civile. Donc, il faut que l'entreprise, elle justifie qu'elle a mis en place ces procédures pour recevoir ces alertes. Et ensuite, il faut qu'il y ait un contrôle finalement de cette politique de durabilité et du respect des plans qui ont été établis à minima tous les 12 mois. Et évidemment une communication au public sur ces enjeux. Donc ça, c'est un peu les obligations qui sont définies dans le cadre. Et après, on a des questions de responsabilité. Donc il va y avoir en fait des autorités nationales qui vont être mises en place dans chaque pays, avec finalement chapeauté par une autorité européenne. Ces autorités, elles vont pouvoir contrôler le respect des exigences de la directive et infliger des sanctions. Alors là, dans le cadre de la transposition, les États auront le loisir finalement de définir les sanctions. C'est des sanctions qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires, avec un plafond, mais qui est quand même assez élevé, 5% du chiffre d'affaires mondial des entreprises qui sont concernées. On est un peu sur la même philosophie, moi je trouve, que le RGPD, que les sanctions qui sont mises en place par le RGPD, donc des sanctions financières. On a aussi la question de la responsabilité civile, qui peut être mise en place. Alors là, il y aura une très grande latitude justement pour les États membres de savoir, au niveau de la responsabilité civile, parce que ça n'a pas été finalement tranché au niveau de la directive. Alors Pascal nous expliquera pourquoi, mais au niveau de la directive, ça n'a pas été tranché. Les États membres ont la possibilité de définir au niveau de la responsabilité civile des entreprises, est-ce qu'on reste sur une responsabilité civile classique, faute intentionnelle, de négligence qui la concerne, elle, directement, ou est-ce qu'on va sur le terrain de la chaîne de valeur de l'entreprise, en fait ? Et donc, ça, c'est véritablement... Et nous, ça nous intéresse parce que nous, comme on va travailler avec à la transposition de la directive, vous savez que la directive va être publiée là au début du mois de juillet et les États auront chacun 2 ans pour la transposer. Donc, il y a effectivement des discussions qui vont s'engager avec le gouvernement sur les axes et les pistes de transposition. Alors, peut-être, Pascal, tu peux nous expliquer ce sujet de la responsabilité ? Ouais, oui, je ne vais pas vous l'expliquer, malheureusement. Il y a dans la question. Alors déjà, pour revenir sur quelques points que tu as évoqués, mais que vous ayez une idée de quoi on parle, quand tu disais que le marché est important, le marché, il a été chiffré de l'audit extra-financier, c'est 8 milliards par an au sein de l'Union européenne. Donc voilà l'enveloppe que les Big Four, notamment les experts comptables, vont essayer de récupérer. Voilà. Ils ont déjà, en gros, 80% de la certification du financier. Je laisse de côté les 20% qui restent. On est vraiment sur la règle 80-20 sur l'Union européenne. 80 sont pour les Big Four. Les 20 qui restent sont partagés entre tous les commissaires aux comptes dans les 27 pays membres. Donc ça vous donne une idée du poids. Il est évident que si les Big Four arrivent à prendre et à avoir un monopole sur l'extra-financier, c'est terminé. Je veux dire, il n'y a plus de marché. Il est totalement préempté. Il y a beaucoup trop d'argent. Ça veut dire aussi ce que tu disais tout à l'heure, que quand il va y avoir des jeunes ingénieurs qui vont sortir, des jeunes juristes, parce qu'évidemment, ils auront besoin de juristes, d'ingénieurs, etc., ils vont les embaucher directement à des salaires sur lesquels aucun cabinet d'avocats, sauf ne pourra s'aligner. Et donc, nous n'aurons pas accès en tant qu'avocats à la capacité de pouvoir agir. C'est pour ça qu'il faut le faire vite, très vite, et qu'effectivement, on n'ait pas peur, en tant que juriste, de dire mais l'extra-financier, ça n'est pas le financier. Je veux dire, on est dans un autre domaine. On parle de durabilité, on parle de plan de transition, on parle de chaîne de valeur, on parle d'engager des responsabilités. C'est vraiment le cœur de l'avocat. Après, on peut aussi, faut pas raisonner en silo comme la commission sait si bien le faire. On peut parfaitement imaginer des partenariats entre des commissaires aux comptes et des experts comptables et des cabinets d'avocats. Et moi, je pense que la vraie solution, elle est là, puisque in fine, il y a un rapport unique. Puisqu'on va certifier le financier et l'extra-financier. Et d'ailleurs, c'est ce que dans le code de commerce, il est prévu la possibilité de lettres de mission croisées. Et bien sûr.
Mais entre guillemets, là, il y a un enjeu de pouvoir, c'est-à-dire que les CAC, on essaye de leur dire, nous, on veut travailler avec vous, mais eux, ils essayent de préempter le marché parce que c'est plus facile pour eux de salarier des juristes. Mais le Code de commerce prévoit la possibilité de l'aide de mission croisée sur lequel, en fait, par exemple, le CAC n'interviendra sur une partie. On peut dire qu'il y a un avocat qui interviendra sur la partie sociale et qu'il y a un ingénieur filiance qui est OTI qui interviendra sur une partie. C'est vraiment codifié dans le Code de commerce. Et on peut imaginer, nous, on s'est battu parce qu'à la fin, quand j'ai vu qu'on perdait sur l'audit, de toute façon, il y a eu un tel lobbying, c'était inimaginable. Enfin, vous n'imaginez pas où c'est remonté. Un des plus grands patrons français qui, sur la question de l'audit, puisque j'avais demandé à ce qu'il y ait vraiment des audits indépendants, etc., un des plus grands patrons français, qui pourtant est censé être quelqu'un de très très ouvert, a appelé le ministre pour dire il faut calmer Durand, là c'est pas possible. Je veux dire, c'est le patron qui appelle pour le compte des Big Four. Enfin, et je ne l'ai d'ailleurs, le dit ministre ne s'en est pas mêlé, ne me l'a dit qu'après, une fois que le texte a été adopté, ce qui est tout à son honneur. Enfin, je veux dire, on en est là. Sur le lobbying des Big Four, c'est qu'ils font intervenir le rang le plus élevé du patronat français pour dire « Ah ben c'est un rapporteur français, donc il faut le calmer ». Ça ne se passe pas comme ça à l'Europe, hein, on n'est pas en France. Donc le ministre a fait son job, c'est-à-dire qu'il m'a foutu la paix et qu'il a laissé le Parlement faire son travail. Ce qui n'existerait pas en France, hein. En France, dans la minute qui suit, vous avez un appel de l'Élysée ou du ministère concerné vers le député en disant là, t'arrêtes tes conneries, quoi, en gros. C'est juste pour dire que là-dessus, il y a un vrai combat. Et qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Ça veut dire qu'il faut que les avocats affrontent cette difficulté, ou alors qu'ils ne s'étonnent pas dans 5 ans ou dans 10 ans d'être passés et d'avoir vu le train passer et de dire mais on n'est rien là-dessus, alors que ça concerne le social, les droits humains, enfin ça concerne tout un tas de sujets qui sont les nôtres historiquement. Enfin moi j'ai jamais vu les commissaires aux comptes sur les droits humains. J'ai jamais vu les commissaires aux comptes sur la question du travail forcé sur une chaîne de valeur. Et donc quand on va me dire et quand on va nous dire en tant que juriste sur la production par exemple textile au Bangladesh, à la limite, on peut auditer. Mais la production textile en Chine, on ne pourra pas auditer. Je veux dire, vous pouvez avoir toutes les déclarations que vous voulez, vous allez avoir une déclaration. La conséquence, moi, en tant qu'avocat, par exemple, je dois définir mes diligences sur ma chaîne de valeur. Eh bien, moi, je vais dire à mon client, c'est simple, tu ne peux pas aller auditer en Chine. Mais si tu ne vas pas dans une usine que tu peux auditer, alors tu engages ta responsabilité parce qu'il y a des usines sur lesquelles tu peux vérifier dans quelles conditions le travail est fait. Et ça veut dire par exemple que les usines qui engagent des Ouïghours en Chine, qui ne sont pas auditables, eh bien on ne peut pas travailler avec. C'est ça ce qu'un avocat, après chacun peut avoir une interprétation évidemment différente, hein. Je veux dire, moi en tout cas la mienne, si j'avais à conseiller quelqu'un qui est sur une chaîne de valeur dans le textile, je lui dirais déconne pas. Il vaut mieux que tu payes peut-être un peu plus, mais au moins tu justifies que tu as fait auditer. Ça ne veut pas dire que tu vas l'auditer toi-même, ça veut simplement dire que des ONG, par exemple, ou des organismes indépendants ont pu certifier que dans cette entreprise... Bon, après, encore une fois, c'est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. On ne vous demande pas d'aller vous déplacer pour vérifier que... En revanche, vous avez dit, moi, je ne peux pas auditer. Donc, c'est exactement ce que tu disais sur la corruption. Si je ne me donne pas les moyens d'eux, alors je suis complice. Et si je suis complice, alors ma responsabilité civile peut être engagée. Et ça, il faut bien que vous l'intégriez. La responsabilité civile, et en France, j'ai aucun doute là-dessus, parce qu'ils se sont battus pour bloquer au rang 1, ce que tu évoquais tout à l'heure. J'ai dit, mais moi, si vous bloquez au rang 1, c'est pas compliqué, je vous fais une filiale à Singapour, et cette filiale à Singapour, elle fait toute l'Asie du Sud-Est. Donc, j'ai plus aucun problème, je peux aller faire travailler les enfants autant que je veux. De toute façon, ça s'arrête à Singapour. Donc ça a été un gros combat. Enfin, vous imaginez très bien, en tant qu'avocat, comment ça s'est passé. Mais on a eu une levée de bouclier démentielle de l'industrie qui voulait qu'on s'arrête au fameux Tier 1, c'est-à-dire le rang 1. Ça a été un des plus gros combats, ça, et l'audit et les Big Four. Mais donc, moi, ce à quoi j'aspire, c'est que notre profession, mais d'une manière générale, qu'on ne laisse pas au monde de la finance le monopole de l'analyse de la durabilité et de l'économie. Vraiment, c'est un message. Quand on n'a pas tous le même âge, mais en tout cas, les vieux comme moi,
quand on a fait nos études de droit, pour moi, le contrat de société, c'était le droit romain, c'était la mise en commun, c'est un contrat, et c'était la mise en commun des bénéfices et des pertes. C'était tout. Hein, tout le reste, voilà, ça n'existait pas sur le contrat de société. Et on m'avait expliqué, et je l'ai cru, et à juste titre, cela étant à l'époque, que l'intérêt général, c'était l'État, l'État ou ses filiales, hein, enfin bon, et l'intérêt privé, c'était l'entreprise. Et que finalement, les deux ne se rencontraient pas, c'est-à-dire qu'en gros, le boulot de l'entreprise, c'était de se limiter à respecter les lois que l'État portait au nom de l'intérêt général. Et chacun gardait ses moutons et on n'en parlait plus. Ça, c'est fini, ce monde-là. C'est fini parce qu'en réalité, on a des États qui font de la stipulation pour autrui. Quand, à l'accord de Paris, les États disent on va tomber à 1,5 degré à l'horizon 2050. Bon, enfin, pardon d'être assez réaliste, on n'y arrivera pas. Mais on aura d'autres objectifs qui sont recalibrés. Mais les États tout seuls, ils donnent un objectif, ils disent on va arriver là, mais comment ils le font ? Comment les États maintenant ont-ils la possibilité de le faire ? Si les entreprises ne suivent pas, et si effectivement elles ne se donnent pas elles-mêmes les moyens d'aller sur ces objectifs, si les particuliers ne suivent pas, ça ne marchera pas. Et donc on entre dans un nouveau monde, et c'est aussi ça que l'avocat doit expliquer, parce qu'il va y avoir des responsabilités, y compris au niveau des administrateurs, des boards, de la gouvernance. Il va y avoir des véritables procès qui vont se faire, tout simplement parce que l'entreprise maintenant participe d'un objectif de bien commun et d'intérêt général. Le fait de ne pas dépasser l'objectif de 1,5 degré, enfin, en gros d'aller à la neutralité carbone en 2050, c'est un objectif que tout le monde doit se donner dans les plans de transition. Et le rôle de l'avocat, il sera majeur, tout simplement parce que vous allez avoir à arbitrer, et nous allons avoir à arbitrer des conflits qui commencent déjà aux États-Unis. On parlait des financements. Mais une entreprise, elle a besoin de lever des fonds sur les marchés, que ce soit des fonds auprès de sa banque ou que ce soit des fonds dans les bourses ou ailleurs. Elle a besoin de fonds pour développer son activité d'une manière générale. Et ces fonds, ils ont une vocation, par exemple, les fonds institutionnels, ils doivent avoir telle rentabilité. Tu disais tout à l'heure qu'on a perdu... Enfin, on a perdu, toi non, mais moi oui. On a perdu sur le fait de mettre un pourcentage sur les objectifs de durabilité versus les objectifs financiers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne voulait pas rendre les présidents schizophrènes. Vous êtes président d'une société. Vous avez, je sais pas, 1 million ou 2 millions d'euros de bonus uniquement sur votre rentabilité. Comment voulez-vous arriver, à moins d'avoir un saint en face de vous, et c'est assez rare d'en rencontrer, souvent en plus on ne les reconnaît pas, mais vous n'avez pas la possibilité de dire à quelqu'un qui a un objectif purement financier, de dire abandonne-le pour faire de la durabilité. Et quand vous le faites, et c'est là où les avocats interviennent, c'est que vous vous faites révoquer exactement comme Faber. Vous vous faites virer. Aux États-Unis, il y a déjà des procès qui ont démarré parce que les petits investisseurs ils disent non, mais moi je veux que vous me serviez du 5%. Alors vous voulez faire des petites fleurs, vous voulez baisser les émissions, tout ça c'est vachement bien, ça ne nous gêne pas. Mais nous, on ne vous confie pas notre argent pour ça. On vous confie notre argent parce que c'est notre retraite, et notre retraite, on veut qu'elle nous donne à minima du 5% par an. Et donc, quand vous êtes président d'une boîte, quand vous êtes dans un board, et que vous décidez qu'effectivement, finalement, vous allez faire des investissements lourds pour aller, etc., si vous servez que du 2% versus du 5%, vous allez vous prendre des procès. De gens qui disent mais moi, je ne vous ai pas confié mon argent pour ça. Et donc, il faut qu'on garantisse, et c'était ça l'objet. C'était de dire dans les objectifs, de manière aussi à ne pas engager la responsabilité, parce qu'on n'a pas parlé de la gouvernance, mais la gouvernance est un enjeu majeur dans les années qui viennent, c'était aussi pour protéger ça. Et pour faire en sorte que, à part la révocabilité ad nutum des grands présidents, mais ça c'est quand même marginal, on va avoir des procès très lourds sur la non-tenue d'un certain nombre d'objectifs. Donc ça fait partie, là, du rôle majeur de l'avocat. Et ça, c'est pas simplement un terme de marché, c'est un engagement que moi, je lis à notre histoire d'avocat sur, par exemple, la lutte pour la défense des libertés publiques et des droits humains. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, on devrait renoncer à ce qui a fait notre histoire. Et dans notre histoire, il y a effectivement le fait d'expliquer aux entreprises qu'on ne peut pas faire travailler des enfants, des esclaves, etc. Et que on doit tenir ce rôle-là. C'est aussi notre rôle d'avocat.
Et on ne peut pas laisser les financiers décider de tout ce que l'entreprise doit définir. Voilà, donc ça, c'est un objectif, pour moi, c'est un objectif très important. Et là, pour terminer sur la question des financements, on a exclu effectivement les PME parce que la droite notamment, et l'extrême droite, avaient posé comme pierre angulaire le fait que les PME ne devaient pas être concernées par les textes CSRD et par le devoir de vigilance, mais le devoir de vigilance un peu moins. La réalité, c'est qu'en faisant ça, ils tirent aussi une balle dans le pied des PME. C'est-à-dire que les PME disent « Ah bah oui, mais moi, finalement, j'ai pas de normes, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour ma liberté. » Non, non. Parce qu'en face d'elles, elles ont des investisseurs et des boards bancaires. Et le board bancaire et les financeurs, comme ils sont très très courageux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? À partir du moment où une entreprise publie une durabilité sur, etc., sa réputation, quand vous passez le contrat au board, vous êtes peinard parce que vous dites c'est exactement comme un bilan. Quelle banque va financer une entreprise qui ne dépose pas ses comptes ? Pas la peine. Je veux dire, on peut me raconter, dépôt des comptes, finalement, c'est une toute petite amende, tout ça. On peut parfaitement ne pas déposer ses comptes, en réalité, de fait. Sauf qu'il ne faut pas aller demander de l'argent ni à son banquier, ni sur le marché, évidemment, de bourse ou autre. Parce que vous ne serez pas éligible. Ben là, on va avoir le même problème avec les PME. C'est aussi ça qu'il faut qu'on explique aux PME, c'est que ces plans, outre le fait que c'est quand même un tableau de bord extrêmement important sur la capacité à anticiper les chocs à venir, mais indépendamment de ça, c'est aussi un accès au financement. Et qu'une entreprise qui ne déposera pas, même si elle n'est pas dans le champ de la loi, ses plans de durabilité, et tu l'as dit, et il faut le répéter, elle sera soumise aux ordres arbitraire de son donneur d'ordre, parce qu'il n'y aura pas de règles. Et c'est pour ça qu'on se bat pour que la CSRD fasse des normes et qu'on ait des normes et standards volontaires pour les PME, pour pas qu'elles soient soumises uniquement à l'arbitraire du donneur d'ordre. Et deux, elles auront un accès beaucoup plus faible et beaucoup plus difficile au financement. Voilà. Ça, c'est un point pratique, mais c'est un point pratique extrêmement important parce que globalement, l'économie, le rapport que nous avons à l'entreprise, nous devons aussi revisiter nos logiques de contrat de société, bénéfices, pertes, tout ça. Je veux dire, c'est un peu le vieux monde, avec tout le respect que je dois aux grands juristes qui l'ont pensé et qui ont des millénaires derrière eux, et donc c'est très bien. C'est plus simplement ça. L'entreprise, il faut la repenser en tant qu'entité juridique et comment on peut conseiller, nous, nos clients pour que leur responsabilité ne soit pas engagée, sachant, et je le répète, que sur la chaîne de valeur, alors il y a eu un grand débat, hein, est-ce que c'est la chaîne de sous-traitance, est-ce que c'est la chaîne... Alors on parle de rapports commerciaux, enfin la mauvaise traduction de l'anglais, c'est en gros des suivis d'affaires réguliers. Voilà, donc ça c'est typiquement anglo-saxon, alors allez vous amuser, mais justement ça c'est du boulot d'avocat. C'est quoi un suivi d'affaires régulier ? Parce que quand on va transposer, je ne sais pas comment on va le transposer. D'ailleurs, il y a un vrai sujet d'inquiétude au niveau du CCBE sur cette notion de suivi d'affaires régulier. C'est que, on sait que les services financiers ont été exclus. Donc, grâce à qui ? C'est pas moi, je ne suis pas responsable. C'est pas vous, mais la France y a pris sa part. C'est la France qui a fait un gros lobbying sur ça. Mais les services juridiques ne sont pas exclus. Alors, est-ce qu'un avocat est un partenaire et auquel cas, alors parce que nous on a des problématiques de secret professionnel et autres et même de défendre tout le monde et peu importe voilà, donc il y a un vrai sujet d'inquiétude et je sais qu'on travaille sur ça au CCBE et que ça va faire partie des discussions dans le cadre de la transposition de la directive. Mais ça c'est pardon de revenir là-dessus, mais Laurent le sait parce que ça fait des années que je me bats là-dessus, mais les avocats français, et pardon de le dire directement, tout le monde sait que je dis les choses telles que je les pense, les avocats français ne sont pas, et je laisse la DBF de côté qui fait un boulot absolument remarquable, et je le dis mais sans vraiment flagornerie, la réalité c'est qu'on ne fait pas assez de lobbying par rapport aux anglo-saxons d'une manière générale. Le droit continental, là, oui, tu as parlé tout à l'heure du grand code des sociétés, mais le code des sociétés, pardonne-moi, mais je pense que je mourrai, il sera pas encore, j'espère pas mourir demain, mais en tout cas, il sera pas publié. Alors que le fait, par exemple, d'avoir des normes et des standards écrits et d'arrêter d'être uniquement dans l'interprétation jurisprudentielle qu'on laisse, ça, c'est notre boulot. Et c'est à nous de défendre ce droit-là. Et il faut qu'on y soit, quoi. Il faut qu'on se batte pour ça. Parce que on va avoir... Mais moi, c'est insupportable, par exemple, la double matérialité. Vous savez comment ça se traduit ? Comment la Commission et l'Union européenne ont traduit la double matérialité, dont je pourrais vous dire deux mots, parce qu'elle est au cœur de la CSRD.
maintenant la double importance relative. Allez, je vous donne 2 heures. Vous allez tous plaider devant des magistrats qui n'auront jamais été formés sur cette question-là, et Laurent l'a très bien dit tout à l'heure. Vous allez leur parler de la double importance relative. Allez, hop, et c'est parti. Bon, ben oui, mais sauf que moi, quand je vois ça en tant qu'avocat français, double importance relative, mais je dis, vous foutez de moi. Je ne vais jamais aller devant un tribunal. J'en ai parlé à la chancellerie d'ailleurs. Alors la traduction française, ils vont essayer quand même d'intégrer la double matérialité. Mais le terme officiel dans la traduction officielle, c'est la double importance relative. Alors, c'est vrai que ça peut se comprendre, si vous y passez quelques heures en mélange de philo et de... Mais oui, parce que c'est important, mais c'est relatif, ça veut dire que vous devez vous-même apprécier l'importance de la matérialité. C'est pas... Soyons clairs, les anglo-saxons ne sont pas plus crétins que nous. Et je veux dire, quand eux parlent d'une importance relative, c'est parce qu'ils ont des livres entiers de qu'est-ce qui est important pour une entreprise, et donc ils vont évoluer en fonction des contingences, n'est pas important au 19e siècle, ce qui peut l'être au 20e, etc. Et puis, relatif, ça veut dire que si vous êtes, par exemple, dans le secteur de l'oil and gas, c'est évidemment pas la même chose que si vous êtes dans le secteur du service. Tout ça peut se décliner et s'expliquer. Sauf que, imaginez un magistrat quand on va avoir à discuter de l'applicabilité ou du respect d'un plan de vigilance ou de transition, et qu'on vous dit, mais attendez, maître, vous n'avez pas respecté le double importance relative. D'accord. Bon, ben voilà. Non, mais en même temps, ça fait sourire, mais on parle quand même d'enjeux qui sont lourds. Et donc, c'est pour ça que je persiste à dire qu'il y a un vrai travail de suivi et de mise en œuvre. Voilà. Alors, juste d'un mot pour terminer, c'est quand tout à l'heure on parlait de l'enjeu pour les avocats, alors il y a l'enjeu vis-à-vis des entreprises, mais il y a aussi l'enjeu vis-à-vis des parties prenantes. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'avocats qui accompagnent des ONG et d'autres parties prenantes dans ces combats, donc il n'y a pas que le prisme de l'entreprise. Deuxième chose sur laquelle, effectivement, il y a une grande importance, c'est que moi, j'ai assisté à Bercy l'autre jour au test de restitution des PME volontaires qui vont appliquer la CSRD. Et donc, effectivement, certaines PME l'ont bien compris que ça va être un avantage concurrentiel énorme par rapport au marché et par rapport aux investissements. Là, là où la seule difficulté, c'est qu'il leur faut un socle qui soit il est en train d'être écrit. Qui est en train d'être écrit, qui soit plus souple, mais il y a véritablement un enjeu, et nous, on a cet enjeu aussi d'accompagner les entreprises vers cette soumission volontaire à des obligations qui vont les aider finalement à grandir et à pénétrer les marchés plus facilement. Alors juste, c'est un peu de pub, mais on va publier au Dalloz bientôt. J'ai essayé de faire la CSRD pour les nuls. C'est-à-dire, en gros, alors ça les a fait marrer quand j'ai proposé ça, mais on a quand même essayé, et on va essayer de sortir, parce que j'ai essayé de codifier, j'ai essayé de faire le juriste français, encore une fois, parce que si vous lisez le texte, et là je me mets aussi à votre place en tant que praticien, si vous lisez le texte de la CSRD, c'est un texte européen, donc c'est des renvois sur renvois sur renvois. L'article 3 modifie le règlement, la directive machin chose, en termes comptables, c'est ingérable. Et donc moi j'ai essayé, et Dalloz en a été d'accord, ce qui est la première fois qu'ils font ça d'ailleurs, à ma connaissance, c'est d'essayer de codifier une directive pour la rendre, j'allais dire, compatible avec notre grille de lecture, sachant que moi je pense à la profession, mais je pense aussi aux magistrats, parce que ça a été dit, les procès sur le devoir de vigilance, etc., sont plutôt... et moi je crois à cette possibilité, à ce développement de cette économie de la durabilité. On a parlé des entreprises à mission, on a parlé... Enfin, il y a beaucoup de choses. Les entreprises à mission, par exemple, faire rentrer dans les statuts peut préserver un board de poursuite, ou peut préserver d'un licenciement, même ad nutum, sous réserve, mais au moins peut-être ouvrir droit à des dommages et intérêts, c'est qu'on fixe des objectifs dans les statuts. Et c'est un peu comme une constitution, les statuts d'une entreprise. Donc ça permet d'avoir une référence, y compris pour les magistrats. Donc voilà, enfin, je ne sais pas si on a répondu à... Non, puis on n'a pas répondu aux questions en tout cas. Donc on n'a répondu à rien, mais voilà, j'ai fait le politique, c'est-à-dire j'ai répondu aux questions que vous ne posiez pas. Donc... Non, mais j'espère vraiment que Dalloz va aller au bout. Moi, ils m'ont fait rédiger l'avant-propos, donc normalement, ça devrait. Voilà, je pense pas qu'ils m'aient fait bosser pour rien. Non, mais je pense que c'est important d'avoir des outils pratiques sur ces sujets-là. Et je le répète, pour ne pas laisser aux experts comptables et aux commissaires aux comptes. Mais moi, je suis pas en guerre contre eux.
Je dis simplement qu'il y a de la place pour les deux et qu'on n'apporte pas la même valeur ajoutée. Eux, ils sont déjà en train de se former. Ça a été dit. Il faut qu'on soit au rendez-vous. Alors, pas tous, pas tout le monde, mais il faut qu'il y ait une partie de notre profession qui s'investisse. Et je rends hommage à ce que tu fais et à ce que le CNB essaye de faire aussi sur cette question-là. Passer aux questions. Oui, moi j'avais une question pour Isabelle. Alors que fait le CNB actuellement? Que fait la À part m'envoyer partout. Informe-t-il les barreaux? Voilà. Non mais voilà. À part m'envoyer partout pour présenter le sujet. Alors déjà, on a fait un rapport d'information sur la CSRD en début d'année avec le nouveau marché de l'eau. D'abord, on a travaillé avec la DACS sur l'ordonnance de transposition. On a des rendez-vous réguliers avec la H2A. Là, on est en train, on a travaillé avec l'EFB et l'Université Dauphine pour ouvrir en fait un parcours de formation, les fameuses 90 heures qu'il faut faire pour être auditeur de durabilité, qui va démarrer en septembre. Donc, pour l'instant, ça concerne que Paris. Mais j'ai présenté le sujet de la durabilité aux écoles d'avocats. Lors de la réunion, vous savez qu'il y avait une réunion au CNB au mois de mai pour définir les thèmes de formation. Et j'ai essayé de leur expliquer que, au-delà de la mission particulière de l'audit de durabilité, il fallait essayer de former les confrères sur ces sujets de durabilité et devoirs de vigilance de manière transversale. Donc, l'idée qui a été faite, c'est que peut-être ça puisse se faire pas dans chaque école, parce que ça paraît un peu compliqué, mais au moins au niveau régional, dans chaque grosse région. Et donc d'ailleurs, je disais qu'on m'avait demandé le nom, j'avais donné le nom de Pascal Durand et d'autres personnes qui interviennent sur ces sujets pour essayer de construire des petits programmes de formation. Et là, j'ai des visios avec chaque école pour essayer voilà. Donc, il y a véritablement ce besoin de formation, d'acculturation. Et après, on a des discussions vraiment beaucoup plus techniques, par exemple avec le COFRAC. Parce que là, on a des délais sur les délais d'accréditation au COFRAC, on est sur 18 mois alors que la clause de grand-père est à 2 ans. Donc, pour nous, c'est pas possible. Donc là, on essaye on a organisé, on a un rendez-vous avec le COFRAC aussi, et on essaye de mobiliser. Alors, Madame P. Bernès, qui est la directrice de la H2A, nous suit et va pousser dans ce sens-là. Il faut qu'on mobilise aussi la DACS, mais là, je vous cache pas, le ministère de la Justice et Bercy, mais là, je vous cache pas que là, tout est un peu en suspens, en fait. Comme ils savent pas s'ils vont rester ou pas. Voilà. Mais bon, on était dans cette optique-là d'essayer de faire avancer le sujet. Voilà. Donc, c'est les travaux qu'on mène. Et là, on va travailler aussi sur la transposition de la directive devoir de vigilance, puisqu'il va y avoir ces fameuses questions d'adaptation, puisque la directive, elle fixe un cadre que les États vont pouvoir adapter, comme on l'a dit, notamment sur la question de la responsabilité. Est-ce qu'on se limite Que les Allemands ont bloqué, pardon, je ne l'ai pas dit, mais c'est les Allemands qui ont bloqué en ne voulant pas s'aligner sur les principes de responsabilité française. Voilà. Mais nous, ça ne nous empêchera pas peut-être d'aller plus loin que la directive. Donc, c'est des sujets de discussion qu'on va avoir. Après, avec un risque injuste sur la transposition, c'est que après, on va aller sur le forum shopping. On va aller... si on transpose trop en France et si la responsabilité des entreprises est trop engagée sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, on sait ce qui va se passer derrière. Il va y avoir, comme en matière fiscale ou en matière sociale, il va y avoir des délocalisations. D'ailleurs, c'est ce qui revient chaque fois qu'on a des discussions au Sénat avec des parlementaires, c'est éviter la surtransposition, parce que nos voisins européens jouent pas le jeu après derrière. Le Sénat, ça a été infernal. Moi, quand j'ai été invité, c'était vraiment... Alors là, pour le coup, on était dans la démagogie la plus absolue, c'est-à-dire vos règles nous emmerdent, pardon d'être direct, mais c'était ça, foutez-nous la paix. Enfin, c'était vraiment, la mauvaise part du MEDEF. Parce que c'est pas tout le MEDEF qui est comme ça, loin s'en faut. Il y a une vraie volonté aussi au MEDEF et dans les grandes entreprises d'avancer sur la durabilité. Mais le discours officiel, c'est il y a trop de normes, tout ça est insupportable. Et le Sénat, c'est ce qu'ils nous ont fait. Mais c'était une audition assez désagréable, pour pas dire plus. Où on perd complètement l'objectif. C'est-à-dire, en gros, je me retrouve au 19e siècle, j'essaie d'expliquer pourquoi il faut arrêter l'esclavage, et on me répond, oui, mais le coût de la canne à sucre. Il y a un moment où... Mais c'est ça, quoi. Alors, je veux bien qu'on parle du coût de la canne à sucre, parce que ça veut dire comment j'accompagne. Mais la question première, c'est est-ce que j'arrête ou pas l'esclavage? Et si oui, comment je norme et comment j'accompagne? Ça, c'est un débat qui est en train de disparaître. Enfin, en tout cas... que moi j'ai pas voulu, que le Parlement n'a pas voulu faire disparaître, que vous ne faites pas disparaître. Mais alors au Sénat, c'était vraiment ça.
Oui, mais alors, enfin, vous comprenez la canne à sucre? Bah oui, je comprends, mais enfin, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais quand ça dure 2 heures, c'est long. Hein. Surtout si on ne connaît rien à canne à sucre. Mais c'est bon. Mais bon. Ouais. Enfin, il y a un autre exemple sur la surtransposition ou sur l'attitude du Sénat, il y a un projet de la Commission sur les délais de paiement. Ça, c'est un sujet qui est récurrent. Hein. Bien sûr. Et le Sénat vient de prendre une proposition de résolution contestant ce texte de la Commission sur les délais de paiement, alors que ce texte sur les délais de paiement est attendu depuis très longtemps. Absolument. Eh bien, le Sénat vient de prendre une proposition de résolution pour s'opposer à ce texte. Donc, on voit bien hein, les intérêts en jeu. Il sert à rien à la fin. Les intérêts en jeu, on les voit. Hein. Non, mais c'est terrible. C'est terrible cette incapacité qu'a une partie de la classe politique. Je le dis d'autant plus sereinement que voilà, je m'en vais, mais je l'aurais dit déjà avant. C'est que cette incapacité à parfois perdre la finalité, c'est-à-dire se focaliser sur les moyens en oubliant complètement pourquoi on fait la loi. Et moi, je veux bien, effectivement, les surnormes, etc., c'est insupportable. Enfin, je sais très bien de quoi on parle aussi, pour avoir exercé plus longtemps que ce que je n'ai été député. Mais la réalité, c'est que si on fait quelque chose, c'est qu'il y a une logique derrière, quoi. Et puis il y a une urgence aussi à faire quelque chose. Évidemment. Et c'est pour ça que je parlais de la stipulation pour autrui. Encore une fois, si on veut atteindre ces objectifs-là, il faut que tout le monde s'y mette. Et donc, il faut qu'on le fasse dans le respect de l'état de droit. Parce que sinon, tôt ou tard, je veux dire, par exemple, la ressource en eau, tôt ou tard, elle va manquer. Donc, si on n'est pas en capacité de la partager intelligemment, durablement, etc., bah, ça va être des conflits permanents. Alors, violents ou pas, on commence à voir des conflits de plus en plus violents sur un sujet absolument majeur. L'accès à l'eau, c'est évidemment des millénaires et des millénaires que la civilisation humaine a accès à l'eau. Donc si on n'est pas capable de gérer ça, il ne faut pas se tromper. La question, elle se posera quand même. Simplement, on ne la résoudra pas dans le cadre de l'état de droit ni de la démocratie. C'est ça le vrai enjeu. Et enfin bon, là on sort de l'application. Si ce n'est qu'on ne sort pas complètement, parce que, je veux dire, ce sont des textes qui vont être nouveaux. Et quand on va les plaider devant les magistrats, enfin, je veux dire, c'est déjà quelque chose qui arrive, il faut aussi former le magistrat à la nature de l'enjeu. Exactement comme il fallait le former au droit social à la fin du 19e et au début du 20e, quand la responsabilité objective est arrivée, bah, ça bouleversait toutes les logiques. Salehi et Josserand, ils ont bouleversé toutes les logiques de la responsabilité intentionnelle, etc., et de la faute. Sauf que, eh ben voilà, il y a eu un temps. Eh ben, on est un peu sur ce temps-là en durabilité, et c'est aussi notre rôle de porter ça, me semble-t-il. Bon. Alors,